Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Nous sommes le mardi 29 juin 2021. Il est 9h03, on est légèrement en retard, mais vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous invite à faire, comme d'habitude, un petit coucou dans les commentaires pour nous indiquer qui est avec nous. Et pour qu'on puisse savoir qui est avec nous, qu'on voit votre photo de profil et votre nom, cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour que vous puissiez autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil. Comme d'habitude, je vois que vous êtes même à l'heure. Merci. Ori. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur le président. Merci. Bonjour. Merci Ori. Merci, Philippe. Voilà, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous le rappelle pour qu'on évite les petits Facebook users au moment d'afficher votre nom et votre commentaire. Cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, on pourra savoir exactement à qui on s'adresse, même si moi, je vais regarder un petit peu en parallèle sur mon téléphone. Je crois que c'est bonjour messieurs, c'est Stéphanie. Bonjour à tous, c'est Charles. Donc voilà, donc profitez-en. On se donne encore 30 secondes pour vous cliquer sur le lien et puis on démarre sans plus attendre pour ne pas vous faire trop patienter et puis pour respecter votre ponctualité à tous. Je suis ravi d'accueillir notre invité du jour. Salut Winter. Salut à tous. Je vois plein de noms que je vois passer régulièrement, y compris sur d'autres plateformes. Donc, je suis content parce que les gens que je vois sur LinkedIn viennent maintenant nous retrouver sur Facebook. Joël Kétanis, à côté de chez moi. Bonjour à tous, avec vous pendant 30 minutes et en replay pour la suite. Formation oblige. Ah, ce n'est pas moi qui vais t'en vouloir, Joël, de prendre le temps de la formation. Allez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et puis on prendra bien évidemment vos questions et vos commentaires tout au long de ce live. Monsieur le député, merci infiniment pour ces 40-45 minutes qu'on va passer ensemble ce matin. On va essayer d'aborder plein de sujets qui, à n'en pas douter, vont être très intéressants pour les acteurs du logement et de l'immobilier qui vont être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore? Merci beaucoup Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michael Nogal, député de la Haute-Garonne, je viens de Toulouse, je suis originaire de Toulouse et je suis élu à Toulouse. À l'Assemblée nationale, je suis vice-président de la Commission des affaires économiques qui traite entre autres des sujets du logement et de l'urbanisme, mais pas que. Je suis aussi depuis le mois d'octobre dernier président du Conseil national de l'habitat. C'est une instance qui regroupe l'ensemble des acteurs du logement en France, que ce soit les associations, les administrations, les professionnels, les bailleurs sociaux, privés, les promoteurs, enfin vraiment l'ensemble des maillons de la chaîne du logement. Et j'ai travaillé pour ce qui concerne le logement sur la loi Elan. J'étais à l'époque, en 2018, responsable pour la majorité de la loi Elan. Et aujourd'hui, je suis rapporteur sur la partie logement de la loi Climat et Résilience, dont vous avez tous certainement entendu parler, parce qu'il y a beaucoup de sujets là qui bougent, et y compris dans les prochains jours, on en parlera tout à l'heure Sébastien, avec le nouveau diagnostic de performance énergétique. Et voilà, donc l'immobilier, c'est une passion, et donc je suis ravi de pouvoir participer à cette visio. Super, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Avant qu'on revienne sur le choix du logement et de toutes les questions aujourd'hui, du choix que vous avez fait aussi d'apporter votre pierre à l'édifice du logement au sens large, c'est quoi un petit peu votre parcours? Vous êtes un jeune député. Comment est-ce qu'on en arrive là et ça a été quoi un petit peu votre parcours jusque-là? Alors, je vais faire ça en condensé. Donc, j'ai 30 ans, bientôt 31. Je suis donc originaire de Toulouse. J'ai commencé mes études à Toulouse et j'ai terminé à Paris. J'ai un master en communication et marketing. Et en fait, la politique, c'est arrivé très tôt dans ma vie, si je puis dire, parce que j'ai commencé à m'engager, à militer à l'époque au Parti socialiste derrière Dominique Strauss-Kahn. C'est en fait Dominique Strauss-Kahn qui m'a donné envie à l'époque de m'engager. Et donc, j'ai participé un petit peu aux campagnes politiques. J'étais un militant sur le terrain pendant plus de 10 ans. Avant d'être moi-même élu, j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2014 quand il est devenu ministre. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert la personne et puis je l'ai accompagné dans dans son évolution politique aussi. J'ai été responsable départemental d'En Marche en Haute-Garonne. Je m'occupais aussi de la communication des Jeunes avec Macron, qui est une association de jeunes en soutien
à Emmanuel Macron. Et puis, j'ai été candidat en 2017 et j'ai été élu avec la vague, voilà, la vague d'En Marche en juin 2017. Et donc, voilà un peu pour résumer très brièvement. Mais avant d'être élu, j'étais dans le privé. J'ai pas mal travaillé dans la communication, dans différents secteurs, dans l'événementiel aussi. Et donc, voilà, j'avais une petite vie, carrière professionnelle avant d'être élu à 26 ans, mais je fais partie quand même des plus jeunes de l'Assemblée nationale. Clairement. Comment et pourquoi est-ce qu'on fait le choix, j'imagine, parce que j'imagine que c'en est un, de porter son attention sur les questions notamment d'habitat, de logement, parce que vous êtes très actif sur ces sujets-là. On parlait du Conseil national de l'habitat, mais pas que. Euh, Pourquoi ce choix du logement parmi les différentes thématiques que vous auriez pu avoir à traiter au Palais Bourbon? En fait, moi, quand j'étais élu, moi, j'ai toujours mon leitmotiv, c'est de me rendre utile aux autres et de pouvoir aussi mesurer en quelque sorte mon action et travailler sur les sujets du quotidien. Et pour moi, le logement, c'est le sujet du quotidien parce que ça concerne vraiment tout le monde en fait. Même que l'on parle du sans-abrisme, d'hébergement, que l'on parle du logement social, du logement privé, de la construction, de l'environnement. Enfin, au final, on a tous une expérience en tant que locataire, propriétaire, investisseur, peu importe. On a tous un lien avec le logement. Et du coup, en tant que jeune élu, je me suis dit, ben, en fait, c'est un sujet, j'ai mon propre vécu, j'ai connu les galères de l'étudiant qui n'a pas un rond, qui arrive à Paris, le provincial qui arrive à Paris et qui manque des opportunités professionnelles parce qu'il n'arrive pas à se loger. Et donc, si moi aujourd'hui, en tant qu'élu, responsable politique, je peux permettre à des jeunes de, de s'épanouir dans la vie grâce au logement et parce que à chaque étape de leur vie, les gens arrivent à trouver des solutions, bah, du coup, voilà, c'est ça qui m'a donné, c'est ça qui m'a donné envie. Et donc, voilà, par ailleurs, le logement voilà, recoupe plusieurs problématiques différentes. On en parlera tout à l'heure sur le sujet environnemental, mais voilà, c'est en fait avoir de l'impact dans la vie des gens et c'est pour ça que moi je me suis engagé en politique et c'est pour ça que j'ai voulu être élu. Et je pense que c'est exactement la raison pour laquelle ce métier d'agent immobilier est un métier noble. Vous savez, pour ceux qui me suivaient, c'est un vrai cheval de bataille pour moi, qu'on puisse reconnaître aussi en quoi cette profession a une véritable responsabilité sociétale, parce qu'en tant que fournisseur de logements, et vous venez d'évoquer, on a un impact sur allez, les 5 plus grands enjeux de notre société. On parle d'environnement, on parle d'insertion professionnelle, et vous venez d'en parler. On parle de mobilité, on parle de lien social, on parle de santé publique. C'est vraiment ces grands enjeux de notre société qui sont couverts autour du logement. Et je pense que c'est aussi ce qui fait une des raisons pour lesquelles ce métier d'agent immobilier doit être revalorisé. À quand un jour, peut-être que vous m'aiderez un jour, monsieur le député, à un meilleur ouvrier de France agent immobilier, un agent immobilier au col bleu, blanc, rouge. J'aimerais bien voir ça un jour de mon vivant. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez bien résumé les enjeux qui sont autour du logement. Et d'ailleurs, pour rentrer tout de suite sur le premier des sujets qu'on voulait aborder ensemble, si on prend ce sujet de la loi climat et résilience, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, beaucoup d'impacts directs parce que cette loi, et vous allez nous redonner un peu de contexte, elle a trait essentiellement sur les grands enjeux environnementaux de notre temps, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, et surtout parce que le logement est, vous allez m'arrêter si je me trompe, un des plus gros pollueurs en tant que tel, on a besoin de venir changer des choses de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le contexte, en tout cas, de cette loi et les dernières actualités? Alors, déjà, rappeler l'objectif de la loi climat et résilience, parce que parfois de l'extérieur, on peut se dire, mais pourquoi encore une loi qui va traiter du logement, alors qu'il y a eu la loi Elan, qui était déjà un gros dossier, plus de 200 articles dans la loi, enfin, tous ceux qui suivent, j'imagine qu'ils sont nombreux avec vous, Sébastien, qui connaissent la loi Elan, on pourrait se dire, encore un machin qui vient traiter du logement. En réalité, on a fait une loi qui s'appelle Climat et Résilience pour lutter contre le dérèglement climatique. Et le bâtiment en France, que ce soit le résidentiel et le tertiaire, représente 25% des émissions de gaz à effet de serre dans le pays et 45% de la consommation d'énergie. Donc quand on a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis d'atteindre une sobriété énergétique, traiter la question du logement, c'est primordial. Et je ne le dis pas seulement parce que je suis rapporteur sur cette partie du texte, on est plusieurs rapporteurs et moi je m'occupe du logement, mais vraiment, je crois que c'est dans le texte une des parties les plus importantes parce que grâce à ce qu'on va voter,
grâce à ce qu'on va mettre en place, on va vraiment pouvoir réduire concrètement et mesurer justement la baisse des émissions demain qui auront été permises, notamment par la rénovation. Pour accompagner ces changements, il y a plusieurs outils qui sont mis en place, des outils qui se préparent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je pense par exemple au nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui par le passé, tout le monde a en tête la consommation d'énergie. Et puis, on mettait à titre indicatif avec l'échelle de couleur mauve les émissions de gaz à effet de serre, mais j'allais dire, ça n'entraînait pas de conséquences pour la location ou la vente d'un bien. Ce qui va changer avec la loi climat et résilience, et c'est important, c'est que demain, en fait, l'étiquette pour classer un logement, on retiendra pas seulement la consommation d'énergie, mais on retiendra en fait l'étiquette la moins bonne entre la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Donc très concrètement, si votre logement est classé E en conso d'énergie et F en émissions de gaz à effet de serre, eh bien l'étiquette qu'on retient en affichage premier, ce sera la classe F. Et derrière, ça entraîne, ce DPE en fait entraîne pas mal de choses puisque on définit les passoires thermiques en France comme les logements appartenant aux classes F et G. Il y en a plusieurs millions. Ce qu'on fait avec la loi climat et résilience, et c'était une volonté du président de la République aussi avec le gouvernement, c'est de dire que par rapport aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, parce que je rappelle que la loi climat et résilience est aussi l'émanation de la contribution des 150 citoyens tirés au sort en 2019 et qui ont travaillé aussi en 2020 pour proposer de nouvelles mesures pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, très concrètement, on aura demain une interdiction de mise en location des passoires thermiques, des logements donc classés F et G, s'ils n'ont pas été rénovés d'ici là, avec un calendrier qu'on veut clair et assez progressif pour justement que tout le monde, à la fois la communauté des acteurs professionnels de l'immobilier, les particuliers, puissent se mettre à jour et anticiper les changements. Donc là aussi, très concrètement, je donne le calendrier. L'idée, c'est d'interdire la location des passoires G en 2025, de l'ensemble. En 2028, les logements classés F. Et moi, j'ai inscrit dans la loi à l'Assemblée nationale, là, c'est en train d'être discuté au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée nationale avec la navette parlementaire. Mais moi, je souhaite qu'à partir de 2034, on inscrive aussi dans la loi l'interdiction de mise en location des passoires des logements classés E. La Convention citoyenne pour le climat souhaitait initialement obliger tous les propriétaires, bailleurs comme occupants, de faire ces rénovations. Avec la majorité, on a fait le choix de dissocier les deux. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même responsabilité déjà quand vous êtes propriétaire du logement dans lequel vous résidez, d'une propriété que vous mettez en location pour un tiers. Et donc, quand vous avez une responsabilité pour un tiers, de fait, ça implique d'autres obligations. Et donc, c'est un choix totalement assumé qu'on a fait. Et donc, si on prend les logements G, puis F, puis E d'ici 2034, au total, ça concerne un peu plus de 4 millions de logements, 4,4 millions de logements, qui devront être rénovés s'ils ne sont pas... sans quoi ils ne pourront pas être mis en location. Et peut-être il y aura des questions là-dessus, mais parfois on me dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va trop vite, trop loin? D'abord, rappeler les objectifs environnementaux. On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 et on doit atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc si on n'a pas des étapes progressives pour atteindre ces objectifs, ben, en fait, on ne respectera pas les accords de Paris. Et puis surtout, il suffit de voir ce qui se passe en France avec les épisodes de gel qui fragilisent les agriculteurs, les incendies à répétition les étés. Voilà, on a des épisodes et des témoignages de dérèglements climatiques qui deviennent de plus en plus récurrents et de plus en plus importants en termes de dégâts. Donc il faut absolument qu'on n'attende pas 2050 pour agir, et c'est l'objet de cette proposition de loi, de ce projet de loi. Avec, je pourrais répondre à des questions, mais
On va évidemment améliorer l'information de tous les C'est ça. citoyens sur la rénovation énergétique avec des guichets uniques et un relais qui sera fait par les maisons France Service. Les maisons France Service, c'est des maisons qui visent à accompagner le public et notamment à aider les personnes dans l'accès au numérique. Mais il y aura aussi un point d'entrée dans ces maisons-là pour parler de rénovation énergétique. Et puis après, on va systématiser l'accompagnement à la rénovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de faire cette loi climat et résilience, ce qu'on constatait, c'est que les Français sont perdus parce qu'il y a beaucoup d'aides différentes, nationales, locales, privées, publiques. Euh, Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de professionnels et on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Parce que la rénovation, on a beaucoup entendu les rénovations à 1 euro, et puis les gens ne savent pas bien savoir si est-ce que c'est utile de changer les fenêtres ou pas, est-ce qu'on fait que ça, est-ce qu'on fait que les combles, qu'est-ce qui se passe quand je suis en copropriété par rapport à une maison individuelle, bref, tout ça est très complexe, c'est vrai. C'est d'autant plus pour ça que moi je défends la présence de professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire que il y a des gens qui pensent pouvoir faire seul, et on peut construire sa maison seul. Hein. Il n'y a rien qui oblige quelqu'un à passer par un constructeur ou un promoteur. Mais c'est bien d'avoir des professionnels parce que dans un monde qui évolue vite, avec des lois, et j'en prends ma part, hein, qui peuvent rendre les choses parfois un peu plus complexes, eh bien, on a besoin de professionnels de qualité. Moi, je défends l'intermédiation, la présence des agents immobiliers dans une relation entre propriétaire et locataire. Et je pense que c'est d'autant plus important quand on parle aussi de rénovation énergétique, parce que je crois que les agents immobiliers, tous les conseillers immobiliers auront un rôle à jouer pour accélérer cette rénovation énergétique. Et donc, ça passera par cette information, cet accompagnement clé en main, c'est-à-dire que on guide Avec un les nouveau ménages. métier avec un nouveau métier qui est créé, c'est ça? Voilà, c'est Accompagnateur ça. rénov, c'est ça? Un Exactement nouvel ça. acteur? Voilà, on appelle ça accompagnateur rénov, un métier qui pourrait être exercé par toute entité publique, privée, associative, sous réserve d'avoir un agrément de l'État et de signer une convention avec les collectivités locales. Voilà. Ok. L'idée, c'est d'avoir un suivi et éviter parfois ce qu'on peut connaître avec le label RGE pour les artisans, où en fait, le label RGE, qui initialement est un label qui vise à redonner confiance aux Français sur les travaux et les artisans qui font les travaux de rénovation, eh bien, on se rend compte que c'est pas toujours hyper fiable. Le label est en train d'être revu, la méthode d'évaluation des artisans est en train d'être revue. Mais l'idée, voilà, c'est que par l'accompagnateur Rénov, qui est un professionnel, eh bien, les Français se disent, OK, c'est cette personne qui est un professionnel qui va me guider pour accéder à toutes les aides possibles. C'est cette personne qui va m'aider à choisir les artisans fiable, de qualité, pour que j'ai un réel gain de performance énergétique dans mon logement. Et derrière, c'est aussi cette personne qui s'assurera que les travaux réalisés ont vraiment permis le gain de performance énergétique, parce qu'entre la promesse de la rénovation et la réalité, parfois il y a un gap. Bien sûr. Et l'idée, c'est que, je parlais des objectifs environnementaux, il faut absolument qu'on accélère et surtout que l'argent public qui est dépensé, il soit vraiment utile et il améliore la vie des gens, parce que derrière tout ça, ce qui peut apparaître parfois comme des contraintes, quand on vit dans un logement classé F et G, c'est qu'en Merci. général, on a des factures énergétiques énormes, Exactement. on a un logement mal isolé, mal ventilé, donc y compris pour les sujets de santé, c'est vraiment bon pour personne. Donc, je crois que le fait d'arriver demain à des logements performants, bah, ça a plusieurs vertus. D'abord, en termes de valeur de l'immobilier, du patrimoine, ben, on va pouvoir le valoriser. On parle de valeur verte de l'immobilier. Ben, voilà, c'est l'objectif. Le confort, faire en sorte que, moi aussi, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, faire en sorte que tous les Français vivent mieux dans leur logement. C'est ça. Moi, c'est pas acceptable pour moi de recevoir des messages de gens qui me disent, ben, en fait, mon logement est mal isolé, je me sens pas bien dedans. Donc, il faut absolument changer ça. Et puis derrière, c'est vertueux pour l'économie parce que, il y a de nouvelles filières. Moi, je suis beaucoup en lien avec les diagnostiqueurs immobiliers, avec les professionnels du bâtiment. Et donc, voilà, tout ça crée un cercle vertueux dans notre quotidien pour que ça crée de la richesse et qu'en même temps, les ménages puissent faire des économies. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a que du positif à aller vers la rénovation. Merci en tout cas de préciser aussi qu'il y a des occupants derrière tout ça parce que et voilà, j'allais le préciser. C'est bien de le faire parce que ces lois
le côté coercitif des choses, etc. Enfin, c'est super, mais on oublie qu'il y a des occupants, on oublie que les questions de précarité énergétique sont… moi, c'est un truc qui me touche particulièrement avec l'entreprise, on soutient la Fondation Elogium sur plein de sujets, mais moi, le sujet de la précarité énergétique, pour avoir à plusieurs fois lu les rapports de la Fondation Abbé Pierre, on n'a pas tous la même sensibilité aux différents sujets, mais moi, savoir qu'il y a plusieurs millions de Français qui ont froid chez eux tous les hivers, avec toutes les questions que vous avez abordées, notamment de santé publique derrière, de difficultés respiratoires, etc. Et puis les factures, qui pour certaines explosent, certains explosent. Merci en tout cas de préciser effectivement qu'il y a des occupants derrière tout ça. Je pense qu'on a fait un bon tour sur ce sujet climat et résilience. On a des questions qu'on traitera à la fin. Et vous en avez parlé un petit peu quand vous avez parlé de l'intermédiation via les professionnels. Si vous voyez passer mon chat, c'est normal. Tout le monde le connaît. Voilà, elle est là. Je vois de temps en temps, ouais. Voilà, elle est là. Je voulais qu'on aborde un autre sujet qui est d'actualité également pour vous, monsieur le député, qui est le sujet de la commission Rebsamen. Et Oui. là, on parle d'un autre sujet qui est un sujet qui est également d'actualité pour vous tous, conseillers immobiliers qui nous écoutez. Vous êtes tous en train de me dire et de me faire remonter qu'on constate une pénurie de logements disponibles à la vente actuellement sur le terrain. Pour plein de raisons, on est dans une période d'incertitude à plein des égards, et notamment d'incertitude économique qui fait qu'on a beaucoup de propriétaires qui repoussent des projets de vente. On a des acquéreurs qui n'osent pas mettre leurs biens à la vente, faute d'être certains d'en trouver un. Donc, on a une espèce de cercle vicieux. On a la queue du chat sur la caméra. D'une espèce de cercle vicieux de cette pénurie de logements qui vient s'accentuer en plus avec les difficultés de construction que l'on a. Et le premier confinement, notamment, a mis un coup d'arrêt à une construction qui était déjà légèrement grippée. Et l'objectif de cette nouvelle commission est notamment de pouvoir relancer la construction de logements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là aussi sur le contexte de cette commission et son objectif? Oui, tout à fait. Alors, vous l'avez très bien rappelé. On est dans un contexte où les niveaux de construction ont beaucoup baissé pour plein de raisons différentes. On pourrait y revenir. D'abord, une des raisons, c'est que c'est vrai qu'il y a eu le Covid, donc ça a vraiment paralysé l'activité économique, et l'immobilier en fait est une activité qui se fait sur le temps long. Et le problème, c'est que un coup d'arrêt de 2 mois entraîne des ralentissements derrière qui eux-mêmes durent plusieurs mois. Donc c'est un cercle vicieux dont on essaie de sortir, et ça prend un peu de temps. L'année dernière, il y a eu aussi des élections locales, des élections municipales, avec des changements dans les exécutifs. Des conséquences, c'est que des maires parfois font le choix et de ne pas construire parce que derrière, alors soit par conviction, c'est-à-dire qu'ils sont élus dans des territoires qu'ils ne veulent pas voir grandir en termes de population. Certains disent aussi que construire du logement, ça nécessite derrière de construire des écoles, des équipements sportifs, et donc que ça représente des coûts qui sont difficiles à assumer et qu'ils ne veulent pas financer parce que derrière, ça veut dire potentiellement augmenter les impôts locaux. Enfin bon, tout est lié en réalité autour du logement. On a des contraintes aussi, ça vaut pour les professionnels, pour les promoteurs, mais des recours parfois abusifs, un sujet qu'on avait essayé de traiter dans la loi Elan avec la cristallisation des moyens, c'est-à-dire que pour déposer un recours, vous devez déposer les pièces en une fois, et le délai d'instruction doit être inférieur à 10 mois. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que voilà, on est dans un contexte où le fait de construire des logements, c'est pas forcément bien vu, ni de nos concitoyens, ni des élus, alors même qu'on en a besoin, en fait. Et moi, le message d'abord que je veux faire passer, je reviendrai aux travaux de la commission, mais le message que je veux faire passer, c'est que, en fait, construire des logements, là aussi, c'est bénéfique pour tous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire attention à comment on le fait, où est-ce qu'on met des dispositifs de défiscalisation. Je prends un exemple à Toulouse. Vous avez des quartiers qui sont sortis de terre avec, à mon sens, beaucoup trop de produits de défisc. La conséquence, c'est que vous n'avez plus de propriétaires occupants. Vous n'avez pas de mixité entre des accédants à la propriété, des primo-accédants, des PSLA qui permettent une primo-accession sociale. Vous n'avez parfois pas assez de logements sociaux ou trop, à l'inverse, trop de logements sociaux qui créent aussi des difficultés. Bref, le logement, il doit se concevoir
et la construction doit se concevoir de manière qualitative et pas seulement quantitative. Malgré tout, on a besoin de plus de logements et c'est l'objet de cette commission qui a été lancée par le Premier ministre et la ministre du Logement Emmanuel Vargon, avec le président François Rebsamen qui est maire de Dijon, et cette commission est composée d'une trentaine de personnes, des élus locaux, des élus nationaux comme moi, des parlementaires, des professionnels de l'immobilier, de la construction, des promoteurs, vraiment un panel assez large d'acteurs du logement pour essayer on a commencé des travaux au mois de juin, on terminera au mois de septembre. L'idée, c'est de travailler voilà, vraiment de manière concentrée, resserrée, un peu dans l'urgence, c'est vrai, mais parce qu'il y a urgence, pour proposer de nouveaux dispositifs, adapter peut-être la fiscalité locale. Je vais prendre un exemple. Quand on demande aux élus locaux de construire des logements sociaux, ils nous disent, oui, mais en fait, les bailleurs sociaux sont exonérés de taxes foncières sur les propriétés bâties. Et donc, de fait, ça fait un manque à gagner pour les collectivités locales. Et donc, il faut compenser, il faut qu'on réfléchisse à comment on compense cette perte pour les collectivités pour encourager les maires à construire du logement social. Et je parle du logement social avec aussi le logement privé en tête parce que aujourd'hui, c'est fini les barres d'immeubles avec 100% de logement social. Aujourd'hui, dans tous les programmes immobiliers qui sortent, il y a une mixité dans les immeubles. C'est-à-dire que accélérer la construction de logements sociaux, c'est aussi accélérer la construction du libre et du logement intermédiaire. Donc vraiment, je pense que ça, c'est complémentaire et que la construction des uns aidera la construction pour les autres. Le calendrier de cette commission, je l'ai rappelé. Septembre, octobre, pour ensuite faire des propositions, notamment dans le budget pour l'année prochaine. Voilà, on s'interdit rien. Et j'espère que c'est une commission qui est assez transpartisane. Vous avez des élus de tous bords, des professionnels aussi de différents secteurs, des anciens ministres du logement. Enfin, donc c'est vraiment une commission avec des experts et des gens qui ont de l'expérience. Et donc, je suis assez optimiste sur notre capacité à débloquer certains freins, certains obstacles qu'on constate un peu sur le terrain. Mais encore une fois, je le dis, ça ne doit pas nous exonérer d'une réflexion plus sociétale sur la place du logement et comment on vit demain dans les villes, dans les campagnes, et comment on accepte qu'à côté de chez soi se construisent des logements, parce qu'on a soi-même besoin de logements et les autres en ont besoin aussi. Et puis une réflexion basique, hein, sans avoir fait maths sup, maths spé, le fait qu'il y ait moins de logements et plus de population crée un écart et une inflation dans les prix, à la fois des loyers et puis des prix à la transaction. Moi, je ne suis pas, sauf à Paris, dans certains cas précis, je ne suis pas favorable à l'encadrement des loyers parce que c'est pour moi une solution de court terme qui peut parfois être désincitative, décourageante pour des investisseurs immobiliers. Et on a besoin d'investisseurs pour loger des gens. Pour autant, voilà, si on ne veut pas arriver à des solutions extrêmes où l'État se doit d'intervenir pour corriger un marché qui dérape, il faut qu'on construise plus de logements et qu'on ait une offre beaucoup plus adaptée. Et honnêtement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas pas assez. Et il y a trop de gens qui ne vivent pas dans des logements qui sont adaptés à leur situation. Donc c'est ça qu'on va essayer de corriger grâce à l'accélération de la construction, grâce à plus de logements sociaux, grâce à plus de mixité, grâce à des usages. On parle beaucoup des produits immobiliers. Je trouve qu'on parle trop peu des usages. Moi, je le vis en tant que jeune étudiant. J'ai été locataire seul, colocataire. J'ai pu, depuis 2 ans, accéder à la propriété. Mais voilà, j'ai connu les différentes situations. Et je dois dire que parfois, on a l'impression que voilà, il n'y a rien qui est fait pour soi et qu'on ne trouvera pas de solution à sa propre situation. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de corriger. C'est génial que vous parlez de smart. Vous avez cité le mot adapté, et puis là, vous parlez des usages. Une réflexion que je m'étais faite
au début de mon aventure entrepreneuriale, j'ai passé beaucoup de temps avec le monde de l'entrepreneuriat social et solidaire, et notamment sur les questions du logement. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est on construit un certain pourcentage de logements adaptés, et là je parle de vrais logements adaptés, donc là je parle de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite notamment, et finalement un décalage entre l'offre et la mise à disposition de cette offre aux personnes qui en ont réellement besoin. Et je m'étais notamment rapproché, à l'époque ça s'appelait l'Association des paralysés de France, le nom a changé depuis, mais pour essayer de créer des ponts finalement entre ces biens disponibles et qui sont adaptés ou qui pourraient être adaptables, y compris dans l'ancien, et y compris là, les agents immobiliers ont un rôle à jouer une fois qu'on est en capacité, et il y a de la formation probablement à faire pour ça, et je ne désespère pas de le faire un jour, de la formation à la détection de logements adaptés ou adaptables, pour créer des ponts entre les professionnels de l'immobilier et l'association des paralysés de France ou d'autres, hein, pour que, en priorité, parce que ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont, sur une base, en tout cas à Nice, je me souviens, hebdomadaire, plusieurs demandes par semaine qui émanent du conseil départemental de gens qui sont finançables pour pouvoir accéder à la propriété dans un logement adapté, mais il n'y a pas l'offre qui est mise nécessairement en face. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et ensuite on parlera de votre vision de métier d'agent immo? Bien sûr, je partage tout à fait. Et on a commencé à travailler dans la loi Elan justement à l'évolutivité des logements. Et c'est pareil quand on parle d'usage. D'ailleurs, ça vaut maintenant et ça vaudra encore plus quand il est question de construire de nouveaux bureaux. On voit avec une crise comme le Covid que c'est bien parfois de pouvoir transformer des bureaux en logements. Ouais. Aujourd'hui, ces opérations-là, elles sont hyper complexes sur le plan technique. Alors, on a essayé de simplifier les choses. À l'époque, dans la loi Elan, j'avais fait voter aussi un bonus de constructibilité pour rendre ces opérations de transformation beaucoup plus attractives économiquement. Donc, ça marche, mais je ne sais pas si on peut le généraliser vraiment à grande échelle parce qu'il y a souvent des contraintes et puis parfois, on a du mal à savoir qui sont les propriétaires derrière les foncières, des fonds d'investissement. C'est assez difficile d'aller les chercher. Mais recenser les logements et puis surtout, quand je parlais de faire un travail qualitatif, c'est ça en fait. C'est se dire, OK, il ne suffit pas de dire on a besoin de 500 000 nouveaux logements par an, mais par exemple, moi je suis de Toulouse. À Toulouse, de combien de logements familiaux on a besoin? Combien on a de familles avec 2 ou 3 enfants qui sont contraintes de quitter le centre-ville ou qui sont contraintes de quitter la ville de Toulouse et qui vont s'installer super loin pour pouvoir se loger et avoir un peu d'espace. Et tout à l'heure, je parlais de la DEFISC et notamment du Pinel, qui est le dernier dispositif en date avec le de Normandie. Mais la question du Pinel, c'est que certes, c'est un accélérateur. Ça peut avoir un effet inflationniste, mais surtout sur le plan qualitatif, le ticket d'entrée d'un Pinel, c'est pas pour faire du T4 ou du T5. Donc ça veut dire on va construire, il y aura une nouvelle offre de logement, mais est-ce qu'elle correspondra aux besoins du territoire? Et que l'on soit à Toulouse, à Paris, à Nice, dans le Gers, dans la Creuse, on voit bien que les besoins sont différents. Donc moi, je ne suis pas contre la DEFISC, je pense qu'elle peut avoir un intérêt, mais c'est juste une question de dose en fait, de dose et de où on fait les choses. Voilà. Et puis après, il y a aussi des outils locaux. Je rappelle que le logement et l'habitat, c'est des compétences aujourd'hui vraiment partagées entre l'État et les collectivités, avec les intercommunalités. Parfois, on constate que les maires, dans une même intercommunalité, n'arrivent pas à se mettre d'accord. On a des PLU, par exemple, qui permettent de construire en R+4, R+5, et les maires ne veulent pas aller jusqu'à ce niveau de hauteur et de construction. Donc forcément, des étages en moins, c'est des logements en moins sur un foncier qui devient dans les zones tendues de plus en plus rare et de plus en plus cher. Donc voilà, toutes ces questions, en fait, pour moi, il ne doit pas y avoir de tabou. Il n'y a pas une solution simpliste, je ne crois pas, en tout cas, et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui détienne la vérité. Mais on doit faire en sorte d'avoir une multitude d'outils pour s'adapter aux différentes situations. Et surtout s'intéresser à l'humain, en fait. De quoi les gens ont besoin, en fait. C'est de là qu'il faut partir. De quoi les Français ont besoin pour construire des logements adaptés. C'est ça le sujet.
Merci pour ça. Je propose, pour pas trop déborder sur notre timing, qu'on passe au Je troisième peux rester sujet. un peu plus, si jamais il y a des questions et tout ça, je peux rester un peu plus. Avec grand plaisir. Et Voilà. on a justement deux questions de nos deux partenaires en chef, Ori et Idriss, nous ont fait le plaisir d'être là. Et je ne doutais pas qu'ils seraient là et qu'ils auraient de quoi vous interpeller. Idriss, tu es arrivé en retard. Et voilà. Et donc, tu poses la question de savoir est-ce que la question a été posée, puisqu'on a déjà débattu sur LinkedIn de ce sujet, si l'agent immobilier a une vraie responsabilité sociétale. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, monsieur le député, et ça rejoindra la question qu'avait également Ori sur votre position par rapport à l'intermédiation, la vente entre particuliers, etc. Mais d'abord, sur cette question de responsabilité sociétale que j'ai évoquée tout à l'heure, même si Idriss pose une deuxième question dans la question, c'est ce que vous pensez du penalty d'Mbappé. Mais ça, on pourra peut-être y revenir. Voilà, ben, c'est fondamental et encore plus d'actualité. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet-là? Oui, et Ori, excusez-moi, je vous coupe, mais Ori se plaint du coup. Idriss arrive en retard et on commence par sa question. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est une blague. Parlons de la responsabilité sociétale de l'agent IMO et ça arrivera du coup ensuite sur. Mais du coup, par la même occasion, je vais répondre à Ori aussi. Moi, je crois que oui. Enfin, vous le savez, moi, voilà, je défends l'idée qu'il y ait des professionnels, mais d'ailleurs dans tous les secteurs. Je donne souvent l'exemple de la voiture. Moi, je suis pas du tout manuel. Je sais pas faire de la mécanique. Et si j'ai besoin de changer quelque chose sur ma voiture, que ce soit une roue, faire la vidange, tout ça, je passe par des professionnels parce que je sais pas faire. Ça ne veut pas dire que un particulier n'a pas le droit de faire soi-même. Et parfois, il y a des particuliers qui font eux-mêmes et ça se passe très bien, y compris dans l'immobilier. Donc, par exemple, moi, je ne défends pas. Ça m'avait été demandé à l'époque où j'avais fait un rapport sur les relations entre propriétaires et locataires et le rôle des agents immobiliers et des administrateurs de biens. Pour moi, je ne veux pas que la loi rende obligatoire le recours à un professionnel de l'immobilier. C'est aussi aux professionnels de l'immobilier de, comment dire, de se vendre et puis de convaincre les particuliers que leur service est intéressant et que les honoraires, en fait, sont totalement légitimes par rapport au service qui est apporté. Par exemple, moi, j'ai défendu l'idée, c'est un sujet qu'on fait avancer aujourd'hui avec pas mal de professionnels, de réseaux, à la fois d'administration de biens et puis côté assurance aussi. C'est l'idée que quand on confie la gestion locative d'un bien à un professionnel de l'immobilier, un administrateur de biens, ben, le fait de payer cette prestation, elle nous sécurise totalement. Donc très concrètement, et c'est en train d'évoluer, de plus en plus d'administrateurs de biens proposent la sécurisation contre les impayés, mais surtout le paiement des loyers au mois le mois, c'est-à-dire que vous n'attendez plus 3 mois avec une garantie loyer impayé ou même avec la garantie Visal. C'est un peu le défaut de Visal, c'est la réactivité, sinon c'est une super garantie. Pour un propriétaire bailleur qui utilise le loyer qu'il perçoit pour rembourser sa mensualité, c'est primordial qu'il n'y ait pas d'écart et qu'il n'y ait pas de retard de paiement. Là, pour moi, c'est le rôle de l'administrateur de biens de rassurer le propriétaire. Et parce que le propriétaire paye des honoraires, de lui apporter ce service. On avait fait plusieurs études et le groupe Se Loger avait fait une étude. 70% des propriétaires qui gèrent de particulier à particulier seraient prêts à passer par des professionnels s'ils avaient cette solution de sécurisation totale. Aujourd'hui, je rappelle, le parc locatif privé, c'est 6,7 millions de logements et c'est 2/3 des propriétaires qui se gèrent seuls, qui gèrent leur location de particulier à particulier. J'ai toujours trouvé ça incroyable. La transaction, c'est un sujet, mais en termes de gestion locative. Mais la gestion locative, c'est voilà. Et donc, en fait, je dois dire que moi, quand je suis arrivé avec mes propositions et ma vision un peu nouvelle aussi, j'ai eu face à moi des professionnels qui n'avaient pas trop envie de se remettre en question initialement. Et donc, voilà, pour revenir à la question, oui, l'agent immobilier, l'administrateur de biens a un rôle sociétal, un vrai rôle de conseil, que ce soit sur l'accession à la propriété ou sur l'accès à la location et l'idée de faciliter l'accès au logement des Français. Évidemment qu'un professionnel, il peut être de bons conseils et que c'est même rassurant en fait. Et c'est ça qui doit évoluer. Je pense qu'il y a une vraie. On est dans un tournant où
les professionnels de l'immobilier, grâce notamment aux outils numériques et tout ça, peuvent euh, à la fois gagner gagner des parts de marché, mais parce que derrière, le service qu'ils apporteront aux citoyens sera reconnu et puis apprécié. Et si vous êtes content de votre agent immobilier, du coup, vous allez en parler à vos amis. Enfin, et comme ça, de cette façon-là, je pense qu'on aura des rapports locatifs aussi entre locataires et propriétaires qui fonctionneront mieux. Je vous invite à consulter mes travaux sur ces sujets. J'avais déposé une proposition de loi à l'Assemblée qui malheureusement est bloquée à cause du Covid et le calendrier est déjà très chargé. Mais j'avais formulé des propositions sur la consignation des dépôts de garantie, sur la limitation de la caution personne physique et du nombre de garants qu'on peut demander à un candidat locataire, la solution de sécurisation totale qui pourrait être intégrée à tout mandat de gestion locative. Voilà, c'est des sujets pour lesquels il y a eu une évolution d'ailleurs, hein, même des fédérations de professionnels, l'AFNAIM, l'UNIS, le SNPI, Pluriance, enfin, voilà, tous les syndicats professionnels soutiennent aujourd'hui les mesures que je préconisais déjà depuis 2-3 ans. Et donc, on travaille aussi avec les assureurs pour que ne pas attendre forcément qu'une loi soit promulguée pour que les services évoluent sur le marché. 100% en phase avec, et je le dis encore une fois pour tous les agents immobiliers qui regardent et qui regarderont en replay cette interview, arrêtons les conversations en mode on doit imposer de passer par un professionnel de l'immobilier, etc. Ce serait un formidable aveu d'échec. Notre sortie se fera par le haut et par la valorisation de notre profession et notre valeur ajoutée. Par contre, monsieur le député, juste parce que c'est un sujet sur lequel on échange beaucoup avec Ori, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Le sujet d'Ori, c'est de dire, bien évidemment que les particuliers peuvent vendre, et d'ailleurs Ori fait partie des gens, il ne l'a pas dit là, mais je sais qu'il le pense, il trouve que le fait que 70% des transactions se fassent par un professionnel, alors qu'on peut se passer d'un professionnel, finalement, son avis à lui, c'est que c'est plutôt une bonne performance, finalement, parce que je peux économiser des honoraires et faire par moi-même, et quand même, dans 65-70% des cas, je passe quand même par un professionnel. Donc, il a plutôt le côté voir le verre à moitié plein. Par contre, sa question, elle est de dire, OK, à ce qu'on donne la possibilité à un particulier de vendre par lui-même. Par contre, il n'est pas soumis aux mêmes obligations qu'un professionnel en termes de formation, en termes d'affichage, vous avez parlé de DPE tout à l'heure, etc. Et je pense qu'il y a une frustration chez une frange de professionnels de dire, bien sûr que les particuliers peuvent vendre, pour autant qu'ils se soumettent à un certain nombre d'obligations que les professionnels ont et qui créent une forme de concurrence déloyale, finalement. Oui, je comprends. Je vais revenir sur les obligations entre professionnels vis-à-vis des particuliers, en partant d'abord d'un sujet qui est majeur dans la Constitution en France, c'est que le droit de propriété est sacré et on ne peut pas, constitutionnellement même, trop intervenir sur ces sujets, dans le sens où vous disposez de votre bien comme vous l'entendez. Vous pouvez le mettre en location seul ou accompagné par un professionnel. Vous pouvez le laisser vacant. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez à partir du moment où vous respectez la loi, c'est-à-dire si vous logez quelqu'un, il faut que ce soit un logement décent. Enfin voilà, toutes les choses que vous connaissez. Pour faire en sorte comment dire, qu'il y ait moins cette concurrence déloyale qu'il peut y avoir parfois entre le marché de particulier à particulier et le marché intermédiaire. Je vais vous donner un exemple. Dans la loi Climat et Résilience, j'ai fait voter une mesure pour sanctionner les particuliers s'ils ne respectent pas l'obligation d'affichage du DPE. Aujourd'hui, sur les annonces des particuliers, vous n'avez aucun suivi, aucune conséquence si un particulier ne respecte pas la loi. Alors qu'on demande aux professionnels, c'est vrai, pas mal de choses, et je comprends qu'au quotidien, avoir ce travail à faire quand on est professionnel et voir des annonces, que ce soit pour la location ou pour la vente, de particuliers qui ne respectent pas ces mêmes règles, je comprends que voilà, ce soit frustrant. On essaie de corriger ça. Là, je vous donne une mesure par exemple. Après, il y aura jamais comme je disais tout à l'heure, il n'y aura jamais d'obligation. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence entre la gestion locative et la transaction et le poids des professionnels dans la transaction, c'est comment dire,
la tâche qui est devant soi quand on doit acquérir ou vendre un bien. Vous empruntez pour toute une vie. Enfin voilà, on n'est pas sur le même engagement de toutes les parties. Et je pense, en tout cas moi, à titre perso, je ne vendrai jamais mon bien de particulier à particulier. Je pourrais le faire, hein. J'ai les connaissances techniques, mais voilà. Mais vraiment, et même pour la mise en location, je passerai par des professionnels. Je ne veux pas avoir à gérer ça de particulier à particulier en direct. Et c'est bien qu'il y ait un tiers de confiance à côté qui soit aussi neutre et qui fasse ce travail-là. Donc, j'ai bien conscience, pour répondre à Ori, j'ai bien conscience des différences euh, euh, entre le marché intermédiaire et le marché non intermédiaire. Après, il faut aussi reconnaître que un professionnel, par définition, ça vaut pour l'immobilier comme dans d'autres secteurs, là aussi, vous avez une responsabilité. Vous avez une formation qui vous permet de réaliser certains actes. Ça implique la participation de tiers, et donc c'est normal aussi qu'on contrôle les professionnels de l'immobilier. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous, professionnels, soyez contrôlés et que du reste, on ne s'en occupe pas. Voilà. Donc moi, je suis pour en fait un peu égaliser les choses et faire en sorte que, ben, en fait, peu importe la manière dont c'est géré ou qui dispose d'un mandat ou est-ce que on vend de particulier à particulier, mais en tout cas, voilà, on essaie de faire converger les règles, parce que derrière, c'est l'information des Français, tout simplement. Je dois quand même préciser, parce que là, on travaille avec le ministère et avec les plateformes, Le Bon Coin, PAP et d'autres. Je dois reconnaître qu'ils font aussi un effort important pour améliorer leur process, leur plateforme, et ils vont faire ce travail à partir du moment où la loi sera justement mise en œuvre et qu'il y a une sanction pour les particuliers qui ne respecteraient pas la loi. De fait, ils vont aussi faire de l'information et changer leur formulaire, par exemple, d'inscription de biens pour que ce soit aussi clean qu'une annonce proposée par un agent immobilier. Voilà. Je n'ai pas encore de... Alors, je lis je me permets, Sébastien, je vois la question de Dori qui me demande si j'ai un bien à vendre. Ben non, pas encore, il n'est pas encore en vente. Mais si vous voulez, je vous préviens quand ce sera le cas. Mais je pense que le garder... j'ai un bel appart au centre-ville de Toulouse et j'y suis bien. Donc, je pense Henri que est le un peu garder. loin. Henri, dans les Bouches-du-Rhône, il est un peu loin. Ouais, mais je suis sûr il serait prêt à venir il serait Henri, prêt à venir à Toulouse. Et mais question importante aussi sur Mbappé, je peux pas ne pas y répondre, hein. Ça nous a tous, on a tous fini la soirée un peu mal, avec le bois ce matin. voilà, gueule de bois ce matin, et c'était un peu dur hier soir. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'abord, c'est le dernier à tirer, et c'est pas cool, quoi. Quand on a 22 ans, c'est un excellent joueur, mais avec moins d'expérience que d'autres. Je pense qu'il aurait dû tirer en premier, ça aurait été peut-être un peu moins de pression. Et quand il est arrivé vers le ballon, je sais pas, Vous voyez. il y avait quelque chose qui allait pas déjà. Donc, mais bon, voilà, il donne tellement qu'on lui pardonne largement, ce Et puis c'est penalty la loterie, manqué. il s'est passé plein d'autres choses avant. Voilà. On Et pourrait puis refaire ce match, on Les pourrait le Suisses ont refaire été 100 très fois. bons, et en sport, il faut être, en sport et même au boulot, il faut être fair play et reconnaître aussi le talent des autres. Et voilà. Et donc, on a eu meilleur que nous cette fois-ci. Voilà. Dernière question, enfin avant qu'on passe à nos petites questions de la fin, puis je voudrais qu'on Ouais. parle de votre actualité aussi à vous. On a une question, alors vous voyez pas le nom là qui s'est affiché, mais c'est Winter, qui pose une question qu'on me pose également souvent sur une fois. Alors, Winter dit à quand une formation obligatoire pour exercer le métier de conseiller immobilier? En réalité, ça existe déjà. Par contre, je pense que le sujet de Winter qu'on nous demande souvent, c'est une formation comme aux États-Unis, c'est-à-dire préalable au démarrage de l'activité, c'est-à-dire de dire, pour pouvoir exercer le métier de conseiller immobilier, à tout niveau d'ailleurs, pas que les porteurs de cartes, je dois me soumettre à un certain nombre d'heures, à un parcours peut-être un petit peu plus costaud que ce qu'on a actuellement. Ouais, moi j'y serais assez favorable. Je suis beaucoup les étudiants. J'ai été parrain d'une promotion à Toulouse de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers, qui est présidé par Henri Buzicazo, que vous connaissez certainement. J'ai appuyé la création d'une licence professionnelle pour les gestionnaires de copropriété
à l'université Toulouse 1, qui verra le jour à partir de la rentrée prochaine. Donc voilà, moi je suis un fervent défenseur de la formation initiale, formation continue, je ne serais pas contre, moi, en effet, qu'on mette, qu'on encadre un peu mieux l'intervention dans les métiers de l'immobilier, parce que ça va de pair avec l'exigence, en fait, que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai une forte exigence pour cette profession, une forte ambition aussi, parce que je pense que c'est un beau métier que d'accompagner les gens dans des projets de vie, d'investissement, et donc ça a un impact énorme dans la vie des gens, et forcément ça implique des responsabilités, une formation qui soit à la hauteur. Donc voilà. Après, le marché fait aussi son œuvre, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes bon, vous êtes recommandé. Voilà, quand vous vivez une bonne expérience avec un commerçant, avec un professionnel, peu importe, bah, vous le dites autour de vous. J'imagine que parmi vous, on en parlait en aparté avec Sébastien, mais votre clientèle, bah, la façon d'acquérir, vous pouvez faire la publicité, mais c'est aussi beaucoup le réseau, le bouche à oreille. Et ça veut dire que vous avez bien bossé. Je pense qu'effectivement, quand on a une vision très libérale, entre guillemets, des choses, le marché se régule. Et je suis le premier à dire aux conseillers immobiliers, quand ils disent qu'il y a beaucoup de concurrence, en disant qu'il y a la concurrence qui va avec le potentiel d'un marché. Tout ça, ça s'autorégule, effectivement. Par contre, je pense que le sujet qui est sous-jacent, c'est l'image de la profession, c'est qui on met en face d'un particulier dans un projet, vous l'avez évoqué, qui est parmi les plus importants d'une vie. Et je ne sais pas si c'est sur ce sujet-là, Idriss, que tu l'évoques, mais on a priori un soutien si on travaille sur ce sujet de professionnalisation du métier, notamment en amont, pour pouvoir l'exercer. Et encore une fois, et je sais qu'Idriss, la plupart des gens qui nous écoutaient être sur la même longueur d'onde que moi, sur le côté, vous savez, cette critique, on entend, le gars, il était boucher avant, maintenant il est agent immobilier. Bon, on a tous droit à la reconversion professionnelle. Oui, c'est ça, il ne faut pas empêcher des gens de rentrer dans ce marché-là. Exactement. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on accompagne aussi ces gens-là, parce que souvent, on se fait une fausse image de ce métier-là, qui est plus complexe que ce qu'on imagine. Ouais. Comment est-ce qu'on accompagne ces parcours-là avant l'exercice du métier. Monsieur le député, je vous propose qu'on parle un peu actualité. Je vois derrière vous marqué la séance est ouverte. Mais vous faites comme moi aussi j'ai mon livre derrière. Voilà. Et la séance est ouverte. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet parce qu'il a quand même une singularité et je suis sûr que ça peut intéresser pas mal de monde sur ce livre qui est sur une plateforme qui s'appelle Rocambole. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Ouais. En fait, je viens de publier mon premier livre qui s'appelle donc La séance est ouverte. La particularité de ce livre, c'est que c'est un livre numérique. Écrit, conçu pour être consommé, lu sur une application qui s'appelle Rocambole. Rocambole, c'est une jeune start-up française qui a l'ambition de devenir le Netflix pour la lecture. Donc en fait, si vous téléchargez l'application, vous verrez que l'ergonomie est vraiment faite comme Netflix. C'est aussi agréable d'être dessus et vous avez accès à un catalogue de livres. C'est du contenu exclusif, c'est pas des livres qui existent dans le marché et qui sont numérisés. C'est vraiment des livres qui sont écrits pour être lus de cette manière-là et consommés de cette manière-là. Donc c'est découpé en épisodes, hein, comme un bon film. Et donc moi j'ai écrit ce livre, La séance est ouverte, pour raconter un peu mon histoire et les coulisses de l'Assemblée nationale et de la politique. Parce que je me rends compte que je suis assez présent sur les réseaux sociaux et je reçois énormément de questions sur comment ça se passe à l'intérieur, comment on accède à ce type de responsabilité. C'est pas forcément hyper accessible pour tout le monde. Et donc, j'ai voulu donner un peu, faire rentrer le lecteur en immersion un peu dans mon quotidien de député. Je parle un peu je parle de ma vie, de ma famille, de mes origines espagnoles. Je parle des crises qu'on a traversées, des gilets jaunes, du Covid. J'explique un peu comment se passe le déroulement d'une loi, l'examen d'une loi à l'Assemblée nationale. Et l'idée, c'est que derrière mon histoire perso, en fait, c'est plutôt un appel à l'engagement. Moi, j'y crois beaucoup et on a besoin de citoyens engagés, peu importe les partis. En fait, pour ceux qui liront, je vous invite à le faire, le livre.
vous verrez que c'est transpartisan, quoi. J'évoque évidemment, moi, les raisons de mon engagement pour Emmanuel Macron et mon parcours, mais je suis vraiment pas dans une logique de taper sur les autres partis. En fait, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens s'engagent, et j'aime le débat, donc peu importe pour qui vous vous engagez, mais en fait, voilà, engagez-vous, et ça fait encore plus écho aux élections et au taux d'abstention qu'on a de plus en plus, malheureusement. Et donc voilà, donc c'est un premier livre avec le président de la République qui m'a fait l'honneur de rédiger la préface de ce livre. Donc voilà, je vous invite à le découvrir sur l'application Rocambole. Rocambole. Vous avez également une émission sur Radio Imo. Ouais, j'anime depuis le mois de janvier une émission qui s'appelle Planète Imo, une émission mensuelle d'1 heure sur Radio Imo, qui est donc une web radio thématique, et dans laquelle j'essaie voilà, d'apporter un regard assez grand public sur des questions de l'immobilier, donc avec à chaque fois un invité qui a le temps de parler, qui a le temps de présenter son organisation, ses fonctions, son parcours, ses ambitions. Et donc, voilà, j'ai commencé avec Jean-Michel Royot, qui à l'époque était directeur général de Action Logement Service au sein du groupe Action Logement. J'ai eu Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat. J'ai eu Stéphane Plaza pour parler un peu plus transactions, agent immobilier, tout ça. J'ai eu Olivier Sichel, j'ai reçu Olivier Sichel qui a été missionné par le gouvernement justement pour travailler sur la rénovation énergétique. Donc on a parlé de son rapport. J'ai reçu une association de propriétaires, la Chambre nationale des propriétaires. Enfin, voilà, donc à chaque fois, on essaie d'aborder différents sujets en lien aussi avec l'actualité, de faire un peu de pédagogie et de montrer ce qui se passe dans la planète IMO. Voilà. Du coup, monsieur le député, vous n'auriez pas dû citer ça, parce qu'il faut savoir que Idriss qui dit inviter Sébastien la prochaine fois. Justement. On va y réfléchir. Ben, justement, donc, mais surtout, moi, je voudrais revenir plutôt à l'inverse, parce que j'ai mené une campagne féroce et acharnée il y a 3 semaines de ça à peu près, pour que Stéphane Plaza vienne à ce micro, parce que ça fait quand même quoi. On doit être pas loin il y a plus d'une centaine, je pense, d'interviews sur ce format-là. Ouais. Et je sais que par personne interposée, je suis plus très loin d'y arriver. Je crois même qu'Idriss va tenter aussi sa chance de son côté. Si, par malheur, ça arrivait jusqu'à ses oreilles, par votre biais, il est le bienvenu à ce micro. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas très matinal, donc je suis prêt à décaler l'horaire de l'interview si jamais il voulait venir. Sa réputation le précède. En revanche, il travaille tard le soir, je peux aussi en attester. Du coup, je lui passe un message. Stéphane, si tu nous écoutes, je t'invite à participer à ce rendez-vous avec Sébastien, et je t'appelle. Si tu ne donnes pas suite par toi-même, je t'appelle pour te le rappeler. Alors, j'invite donc maintenant mes équipes à faire un montage de ce passage, et on va faire ce qu'il faut. Et Idriss nous précise qu'après. Je m'engage à passer le message à Stéphane Plaza. Allez, avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur le député. A priori, Idriss nous dit qu'il n'a pas beaucoup de temps en ce moment, mais on saura s'adapter à son agenda. Si c'est septembre, ce sera septembre. C'est vrai qu'il est très actif. En tout cas, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il fait beaucoup de bien à l'immobilier. Je ne fais pas partie de ceux qui je fais pas partie de ceux qui pensent que ça a desservi la profession. Au contraire. Bien au contraire. Monsieur le député, on peut vous suivre sur Instagram. Oui, vous m'avez bien entendu. Et dans cette logique que l'on vient d'évoquer entre ce livre sur la plateforme Rocambole, l'émission sur Radio Imo, etc., on a affaire à une nouvelle génération aussi d'élus qui veut du lien direct aussi avec l'audience. On l'évoquait tout à l'heure en off avant de démarrer. Avant, on avait peut-être un local en centre-ville pour échanger avec les habitants du territoire. Aujourd'hui, on a d'autres outils à notre disposition. Pour tous les conseillers immobiliers qui n'ont toujours pas pris de virage de la communication sur les réseaux sociaux, vous avez la preuve que si cette interview a eu lieu, c'est aussi parce qu'Instagram existe. Donc, n'hésitez pas à aller interagir avec monsieur le député sur Instagram notamment. Ça, je pense que ça répond à ta question, Idriss. N'hésitez pas, a priori, d'après ce qui a été évoqué tout à l'heure, monsieur le député vous répondra. C'est toujours un plaisir d'échanger. Alors, je ne suis pas toujours réactif en termes de timing parce que je fais ça en plus de tout le reste, mais j'essaie quand même d'être présent un peu
en continu et j'échange beaucoup par message privé. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta, ce sera avec plaisir. Et donc, je pense qu'Aurélie nous a bien résumé cette heure que l'on vient de passer. On est à 3 secondes de passer l'heure ensemble. Aurélie nous dit donc matinée ultra productive. J'ai un nouveau bien à vendre à Toulouse. Et Idriss et Winter ont un nouveau projet donc, de formation des professionnels de l'immobilier. Donc, voilà une matinée bien productive. Pas mal. Monsieur le député. Je sens l'ambition, c'est bien. Il faut rester là-dessus. Puis alors là, vous êtes tombé sur des gens qui lâchaient rien. Monsieur le député, merci infiniment en tout cas pour cette heure passée ensemble. Merci beaucoup pour votre disponibilité et vos réponses, votre transparence. C'était un moment fort agréable. Merci beaucoup pour ça. Merci à vous, Sébastien, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et donc, je note pour le travail sur la formation. Et puis bonne continuation à tous. Il y a de belles opportunités. Et moi, je compte sur vous, les professionnels, pour faire en sorte que ce qui est voté au Parlement trouve une concrétisation dans le Conseil, dans de nouvelles opportunités aussi sur le terrain, parce que moi, ça me satisfait pas seulement de voter des lois. Ce que je veux, c'est qu'on change concrètement la vie des gens et on peut le faire ensemble. Donc, voilà. À très vite. La semaine prochaine, je reçois Marielle Cazot-Renaud pour un sujet qui compte beaucoup pour moi aussi, puisqu'on parlera de la place des femmes dans l'immobilier avec Marielle. Donc, mardi prochain, 9h en live. Marielle Cazot-Renaud pour évoquer la place des femmes dans ces professions. Et il y a du boulot. Là aussi, il y a du boulot. Je le dis à toutes les fédérations à chaque fois. Il faut faire monter des femmes et que plus de femmes accèdent aussi à des postes à responsabilité dans ce secteur qui est très, très masculin. C'est ça, on est en train d'arriver à la parité sur les acteurs conseillers immobiliers, hommes-femmes. Maintenant, effectivement, et on a eu quelques cas récemment, je pense notamment à Christine Fumagalli chez Orpi, etc. Mais, voilà, on a eu quelques exemples de femmes à la tête de réseau immobilier. Je fais un petit coucou, une petite bise à Émilie Viala, la directrice du réseau Homeland Transactions, qui sont inspirantes à bien des égards. Merci. Passez à tous une belle fin de journée. Je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. Encore une fois, monsieur le député, merci beaucoup. Belle journée à vous et belle journée à vous tous. Ciao. À bientôt.